Le beauty privilège existe? Oui. Oui. Est-ce qu'il concerne seulement les femmes ou est-ce qu'il concerne les deux sexes? Deux sexes, mais plus les femmes. Ouais, pareil, les deux sexes, mais plus les femmes. On a plus de chances d'avoir un job quand on est jugé belle par la société? Oui. Ouais. C'est un phénomène conscient de la part des recruteurs? Non, je pense pas, malheureusement. Je pense que ça, dans certains cas, ça peut l'être. C'est une forme de discrimination positive? Oui. Ou une forme de discrimination tout court. In fine, est-ce que c'est un privilège ou un fardeau? Plus un privilège. Ça peut être un fardeau. Mais bien sûr qu'on est amis. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui s'énervera perdra le débat. Moi, je travaille dans une agence de design. Je fais du marketing, mais du planning stratégique. Donc, c'est en fait ça permet en fait d'orienter les créations en fonction de la demande du client, du marché et des besoins consommateurs. Je travaille dans le secteur public, j'ai toujours travaillé dans le secteur public et actuellement je fais de la coopération internationale et je suis là en tant qu'experte en gestion de la connaissance. Qu'est-ce que le beauty privilège? Pour moi, le beauty privilège, c'est tous les avantages que la société te donne, que les gens te donnent en fonction de ton physique et de l'appréciation qu'ils ont de celui-ci. Eh ben écoute, c'est une très bonne définition, je pense que je peux rien rajouter d'autre. Est-ce que le beauty privilège existe du coup? Alors je pense que oui, que ça existe, en effet. Ça peut tout autant exister comme être aussi un problème. Ça peut aussi être la source genre de jalousie, par exemple, et ce qui peut aussi provoquer des problèmes pour certaines personnes. La jalousie, ça peut aussi se traduire par des formes de misogynie, notamment. Enfin, moi, je vais surtout parler de la perspective des femmes, je vais pas m'intéresser trop au cas des hommes. Mais ouais, j'ai une collègue pour laquelle ça a été un vrai problème dans la hiérarchie, notamment, où elle était conseillère auprès de quelqu'un de très important, on va dire, et puis il y avait une autre personne qui était vice-présidente. Et pour qui c'était un vrai souci. La vice-présidente, à l'occasion, c'était quelqu'un qui était très peu sûre d'elle-même. Et du coup, se confronter à cette autre femme qui avait une forme de confiance en elle-même, qui était souvent très bien habillée, qui était très belle, très intelligente, c'était source de beaucoup de frustration et beaucoup de friction pour elle, en fait. Et ça se traduisait par des formes de misogynie de sa part envers ma collègue. C'est difficile, à mon sens, de dire que ça n'existe pas parce que si les gens pensent que ça n'existe pas, c'est peut-être parce qu'eux ont un petit privilège et qu'ils ne se rendent pas compte des effets que ça peut avoir. J'ai un exemple très précis qui s'est passé à Saint-Michel. Je voulais manger une crêpe et en fait, c'était 2 € en plus si tu voulais manger à l'intérieur. Et du coup, le monsieur m'avait dit « Oh bah pour toi, c'est bon, je te l'offre, tu peux manger à l'intérieur. » Donc ça, pour moi, c'est typiquement une forme de rapport homme-femme où la personne masculine a envie de se faire valoir d'une certaine manière aux yeux de la femme dans un rapport assez ascendant de séduction. Mais je pense que si j'avais été jugée hideuse à son goût, il m'aurait fait payer. Et surtout, juste pour revenir sur le sens inverse, pour le coup, par exemple, les femmes politiques, on va beaucoup les reprendre sur leur façon de s'habiller, sur leur façon de se tenir, je me souviens très bien, par exemple, une personne, une fois, qui était à un podium, une femme, donc, et elle bougeait beaucoup sur le podium, comme ça. Et le seul commentaire, c'était « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle bouge, mais qu'est-ce qu'elle porte, mais pourquoi elle a les cheveux comme ça, mais à quoi elle a pensé quand elle a mis du rouge sur un truc, un zèbre ?» Enfin, c'était vraiment critique, en fait, alors que est-ce qu'on a déjà entendu quelqu'un critiquer le costard d'un homme politique? Et je pense qu'on pourrait aussi parler de l'exemple de Marine Le Pen, qui a une posture, en fait, qui est très masculine. Elle a gommé, en fait, au fil du temps, sa féminité, avec une façon de parler, une façon de se mouvoir, une façon de se tenir, qui la met un peu plus dans un ethos masculin, plus que féminin, où elle montre pas ses faiblesses. Et une fois, en fait, elle l'a fait dans une interview de Karine Le Marchand, je sais pas si tu te souviens, où elle parlait qu'elle avait des chats. Oui. Et en fait, ça l'humanisait un peu plus, mais toujours quand même en restant dans des choses qui sont pas trop féminines. Mais elle a toujours un peu la même façon de se montrer au monde. Pour elle, c'est aussi une question de génération dans les femmes. C'est beaucoup de femmes de son âge, ou peut-être un peu plus de son âge, que c'est des meufs qui, en vrai, pour pouvoir exister dans le milieu politique, elles ont dû se masculiniser parce que sinon elles n'existaient pas. Donc elles ont dû adopter cette posture, une sorte de fermeté, même dans leur façon de parler. Comme tu disais, en fait, c'est des choses qu'elles ont dû mettre en place pour pouvoir exister, sinon elles n'étaient pas crédibles, en fait. Et donc là, encore une fois, on revient sur le truc, genre, tu peux être belle, mais c'est forcément pas intelligente, en fait, si t'es belle. Ni drôle. Ni drôle, ni intelligente, ni sympathique, ni charmante, tu vois. Tu peux juste être intelligente, et donc t'es obligée de rentrer dans cette posture masculine, comme si, en fait, le masculin était finalement le propriétaire de l'intelligence, quoi. Est-ce que ça dépend que de ton physique ou est-ce que la façon dont tu t'apprêtes, ça influence pas aussi un peu le beauty privilège dont tu peux jouir? Tout est lié d'une certaine façon parce que on va prendre l'exemple, je pense, assez connu des femmes qui ont des cheveux afro. Et il y a même un terme qui s'appelle en gros la coiffure pour
la coiffure pour le travail, j'ai plus exactement le terme anglo-saxon pour ça, mais en fait, quand tu vois la différence entre une femme qui va faire un entretien d'embauche avec ses cheveux naturels, qui sont ses cheveux à elle, donc elle ne devrait pas avoir à se les lisser, etc., pour le cas d'un entretien d'embauche, et celle qui va venir avec justement cette coiffure hairstyle for work, où vraiment elle va venir hyper apprêtée avec des codes aussi, parce qu'on peut aussi parler dans le côté pretty privilège de toute la question raciale, la question convergence des luttes, où en gros la différence d'appréciation entre une femme qui a avec son cheveu naturel et celle qui va venir coiffer, elle va être extrêmement différente. Donc c'est aussi le fait d'être apprêtée, le fait d'avoir un style vestimentaire propre, entre guillemets. Le milieu du travail et les entretiens d'embauche sont hyper révélateurs, je pense, de cette réalité-là, que ça va au-delà même du génétique et du visage, mais du fait d'être apprêté. Enfin, moi, je suis quelqu'un de fondamentalement convaincu du fait que la beauté est subjective, en fait. Elle n'est pas objective. Donc, à partir du moment où on ne peut pas objectiver la beauté, tout facteur peut devenir quelque chose qui va modifier cette notion de beauté. Donc le vêtement ou le fait de se maquiller ou de se coiffer d'une manière ou d'une autre, en fait, ça va forcément avoir un impact sur la façon dont on va te percevoir. Le fait de bien s'habiller, déjà, c'est un truc qui change ta manière de toi-même te percevoir en général. Tu t'habilles bien pour toi-même aussi. Tu te sens revigoré en confiance en toi quand tu te sens bien dans tes tenues. Bah ouais. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Par contre, j'émettrais peut-être juste une nuance sur le fait que la beauté ne peut pas être objectivée, parce que c'est qu'à chaque époque, on voit quand même des normes de beauté qui normalisent en fait certaines façons, certains physiques, où on va avoir, c'est un petit peu, je l'avais étudié quand j'avais fait un mémoire sur les fesses. J'avais étudié en fait toute l'histoire du corps par rapport à un auteur qui s'appelle Georges Vigarello, qui a étudié un petit peu comment les morphologies bougeaient, les représentations morphologiques idéales et idéalisées au travers des époques. Et par exemple, la Renaissance, on avait des formes beaucoup plus rondes, des femmes beaucoup plus, entre guillemets, pleines, avec des formes plus généreuses, et ça se voit aussi au travers de l'art. Ou après, dans les années, en 1880, on va avoir une sorte d'attrait plus pour des formes en S, donc avec la façon dont les femmes se mettaient en valeur et s'habillaient, avec des crinolines qui mettaient vraiment en valeur les fesses. Mais l'exemple plus récent, années 90, filiforme Kate Moss. Après, on arrive avec l'époque des Kim Kardashian, où là, on repasse vers un truc en très voluptueux, mais avec de nouvelles normes de beauté, c'est-à-dire que le ventre n'est plus existé, c'est seulement les fesses et les seins. Après, là, on est encore un peu là-dedans, mais avec tout le truc de la fit girl, de la machin. Ce serait ce qu'on appelle le standard de beauté. Oui, voilà, absolument. Des standards de beauté. Après, là où je pense que c'est subjectif, c'est dans la perception de chacune absolument. De ce qui est beau ou pas. Même si la vision de chacune est... bien sûr, elle est biaisée par tout le reste. Bien sûr. Je peux aussi prendre l'exemple d'une certaine marque dans laquelle j'allais souvent quand j'étais ado, qui est quelques boutiques à Paris, mais pas trop, qui est une marque en fait qui est de base italienne, mais qui fait que des fringues un peu style américain, très simple, très cher. Et quand j'allais dans les boutiques, les nanas, elles étaient toutes pareilles. C'était toutes des filles comme ça, super belles. Et une fois, je me rappelle quelle audace j'ai eue, mais je lui ai demandé, vous n'êtes pas embauchée au physique? Elle m'a dit, ah mais non, je sais pas de quoi tu parles. Et elle avait leur Insta écrit sur les cintres. Donc je me dis... elles sont embauchées au physique, et je me dis, mais en big, c'était en fait en 2018, mais en big 2018, t'embauches encore des nanas parce qu'elles sont jolies, parce que ta marque, t'as envie, parce qu'en plus, c'est une marque qui fait que de la taille unique. Donc, si tu fais au-delà du 38, c'est mort pour toi, tu vois. Est-ce que vous estimez jouir d'un beauty privilège? Moi, je pense, parce que je sais que je rentre quand même par plusieurs facteurs dans les normes de beauté, entre guillemets. Je suis assez mince, je suis blanche, donc moi je pense que oui. Après, c'est pas quelque chose qui traverse mon esprit au quotidien, parce qu'à vrai dire, je vis pas que par mon physique, heureusement. Mais oui, je pense qu'il faut être assez lucide sur ce qu'on est et sur ce qu'on renvoie aux autres, et aussi parce que, pour dire ce que tu disais sur le côté apprêté, je m'apprête, je me maquille, enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, et que si j'avais pas aussi ce rapport à moi-même et à mon physique au quotidien, puisque je juge être une personne qui est quand même assez axée là-dessus, même si je vis pas que par ça, je fais un métier dans la beauté, j'ai toujours aimé la beauté et tout, donc j'ai toujours été assez attentive à l'image que je dégage. Je pense que oui, mais du coup, voilà, on fait avec, entre guillemets. Moi, je ne l'ai pas analysé en termes de beauté naturelle ou pas, je l'ai plus analysé de la manière dont je me sens, en fait. Ça passe beaucoup par la façon de s'habiller, notamment. Et ça, j'avais réalisé très jeune, en arrivant à mon premier travail, qu'en effet, si j'étais bien habillée, ça changeait absolument tout de la manière dont les personnes allaient me percevoir. Et ils allaient tenir compte de ma parole dans une réunion, par exemple. J'étais beaucoup plus sérieuse si j'étais bien habillée, en fait. Et ça, heureusement, c'est quelque chose qu'on comprend assez vite, parce qu'on peut jouer beaucoup là-dessus. Mais c'est aussi, juste pour le ramener au rapport au travail,
pour moi, c'est une façon de jouer différents personnages aussi. Moi, je fais beaucoup de choses différentes dans ma vie et du coup, je m'habille de manière très différente en fonction de l'endroit où je suis. Et ça, c'est psychologique, forcément, mais quand tu as besoin d'avoir une posture d'un peu d'autorité, au final, moi, je suis amenée à être dans des positions d'autorité où je dois gérer des personnes ou dire des choses où les gens doivent m'obéir, on va dire. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça change. Et puis surtout parce que, je sais pas, moi, je suis quelqu'un qui a l'air assez jeune, en fait. Et je travaille dans un milieu de vieux, où c'est plutôt les vieux qui ont le pouvoir. Et pareil, pour être crédible là-dedans, il faut savoir se positionner, quoi, et se positionner, s'habiller et savoir la manière dont se positionner, c'est aussi genre how you stand dans un certain in the place, exactement, quoi, c'est littéralement ça, c'est de savoir à quoi je ressemble quand je suis devant des gens. Puis un autre truc, c'est que moi j'ai souvent parlé en public, je me suis beaucoup regardée dans un miroir pour savoir à quoi ça ressemblait. Parce que du coup, tu dois le savoir. Je sais que je bouge beaucoup les mains, je sais que mes mains tremblent si je suis un peu stressée. Du coup, c'est des choses que ça se travaille en fait. Et là, dernièrement, par exemple, j'ai été amenée à voir des vidéos d'un directeur d'une institution qui lisait un prompteur, par exemple. Tu vois qu'il n'est pas à l'aise. Et c'est pour ça, il faut se regarder aussi, quoi. Après, je pense que cette question de posture, d'apprendre et tout, je pense que ça peut concerner tout le monde, tous les hommes comme les femmes. Mais c'est vrai que quand tu es une femme, tu as un effort supplémentaire à faire. Et la façon dont tu te présentes, par exemple, moi je travaille dans le milieu de la pub, de la publicité, de la com, etc. Il y a eu un compte Balance On Agency qui est très connu là-dessus et qui avait un peu lancé ses premiers témoignages sur des invectives en fait que certains managers avaient pu dire à leurs employés femmes en disant « Ah bah pour la présentation client, t'as intérêt à mettre une jupe hein. ». Ce genre de truc. Est-ce que correspondre aux standards de beauté, c'est réellement un privilège? Si tu arrives à bien jouer et à bien composer avec, ça peut vraiment être un avantage. Parce que je pense que ce serait un petit peu not knowing your privilege si tu dis ah ben non, c'est un désavantage, parce que factuellement, c'est un avantage. Il faut juste savoir en jouer et donner en fait du corps derrière et donner une posture supplémentaire, comme tu le disais, pour pas qu'on te ramène qu'à ça. Mais le problème, c'est que tu es quand même toujours ramené à ça. Ouais. Si tu es vraiment juste une nana très belle qui s'habille très bien et qui est toujours très bien apprêtée, malheureusement, on va te ramener à ça. C'est ce dont les gens vont se rappeler. Ouais. Et ils vont pas nécessairement se rappeler que c'était toi qui as dit le truc le plus intelligent dans une réunion. Après, je pense que ça dépend des milieux professionnels aussi. Un milieu où il y a beaucoup d'hommes, je pense qu'effectivement, où il y a aussi beaucoup de questions de prise de parole, d'avoir des discours assertifs, où tu dis vraiment des choses, tu as un ton assertif, où tu dois vraiment avoir une posture engageante et tout. Je pense que là, c'est peut-être plus tricky, comme tu le dis. Là, au moins dans mon milieu, où il y a forcément ces enjeux, on ne peut jamais s'en affranchir du regard des gens et des jugements physiques, parce que ça fait aussi ce que les humains sont. Hein. On est des êtres sociaux qui ont besoin un peu de se sniffer comme ils peuvent pour se cerner. Quand tu es dans des milieux très créatifs, surtout dans la pub, le design et tout, il y a un peu plus de liberté et on est un petit peu moins... on peut peut-être, je pense, avoir un peu plus de marge de manœuvre sur comment on veut s'habiller, comment on est, etc. Et comme c'est un peu un acquis, quelque chose d'un peu acquis dans ces milieux-là, tu peux un peu plus facilement moins être amené à seulement ton physique. Après, c'est vrai que ça dépend aussi dans quel type de boîte t'es, c'est à quel client t'as. Dans le conseil, je pense qu'il n'y a pas de marge de manœuvre du tout, même si c'est des milieux plus paritaires. Mais moi qui bosse dans le design, dans la beauté, voilà. Après, c'est sûr que Ça, faut c'est pas... un peu plus, je pense que c'est un peu plus ouvert que dans d'autres milieux. Mais je me fais mon autocritique de ce que je viens de dire, ou le milieu de la mode, c'est un milieu de requins. T'es extrêmement jugé sur ton physique, même si t'es dans un milieu paritaire, mais comme c'est un truc qui est prévalent et c'est pour ça qu'ils travaillent, c'est un peu leur raison d'être tous les jours de la mode, l'apparence, etc. Je pense que c'est aussi, en fait ça dépend, c'est un peu au cas par cas quand même, j'ai l'impression. J'espère que ce premier format de Débarbuchette vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez sur le beauty privilège ou à nous donner d'autres sujets de débat à aborder.